Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique en accostant aux Bahamas. Il est le premier Européen à mettre les pieds sur ce nouveau continent. En vérité, l'Amérique était déjà habitée par des civilisations riches et anciennes depuis des millénaires. Les Aztèques, les Mayas, les Incas et bien d'autres. Colomb n'a découvert l'Amérique que du point de vue européen. Pire encore, il n'a jamais mis un pied sur le continent nord-américain. Il a navigué dans les Caraïbes, principalement sur les îles actuelles de Cuba, d'Hispaniola, Haïti, République dominicaine et les Bahamas. De plus, des explorateurs nordiques comme Leif Erikson, un viking islandais, auraient atteint le continent américain autour de l'an 1000, près de 500 ans avant Colomb, en établissant des colonies temporaires à Terre-Neuve, Vinland. Pourquoi cette erreur ? Le récit glorifie l'Europe comme centre du monde et Colomb comme figure héroïque. C'est une manière de justifier, voire de célébrer, la colonisation en l'habillant de découverte plutôt que d'invasion. Et si on changeait de perspective, plutôt que de parler de découverte, ne faudrait-il pas parler de rencontres brutales entre civilisations ? Deux. Napoléon était petit. Napoléon Bonaparte était de petite taille. On l'appelle même souvent, ironiquement, le petit caporal. En réalité, Napoléon mesurait environ 1,69 m, ce qui était tout à fait dans la moyenne des hommes français de son époque. L'erreur vient d'une confusion entre les unités de mesure. Les documents anglais parlaient de 5 pieds 2 pouces, mais en pieds français, cela équivaut bien à 1,69 m. La propagande anglaise, qui détestait l'empereur, s'est empressée de le ridiculiser en le présentant comme un homme physiquement insignifiant. Pourquoi cette erreur ? La taille de Napoléon est devenue une arme symbolique pour diminuer sa grandeur historique. Ce cliché a aussi été entretenu par des caricatures anglaises qui le représentaient comme un homme colérique et minuscule, ce qui a alimenté l'idée d'un complexe de Napoléon, une interprétation psychologisante totalement anachronique. Mais alors, peut-on vraiment comprendre un personnage historique à travers les moqueries de ses ennemis ? À qui profite ce genre de caricature ? 3. Marie-Antoinette, qu'il mange de la brioche. Lorsqu'on apprit à Marie-Antoinette que les pauvres n'avaient pas de pain, elle aurait répondu « qu'il mange de la brioche ». La réalité, il n'existe aucune preuve que Marie-Antoinette ait jamais prononcé ces mots. L'expression se trouve dans les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, écrites avant qu'elle n'arrive en France et attribuée à une princesse anonyme. Cette phrase a été utilisée pour symboliser le mépris de l'aristocratie face à la misère du peuple. Mais en vérité, Marie-Antoinette était loin d'être aussi insensible. Elle finançait plusieurs œuvres de charité et s'inquiétait du sort des plus pauvres, même si son train de vie restait dispendieux. Pourquoi cette erreur ? La Révolution française avait besoin de figures repoussoires. Inventer cette phrase permettait de justifier la colère populaire en donnant un visage au mépris de classe. Et vous, croyez-vous que nous avons parfois besoin d'un méchant clerc pour simplifier l'histoire complexe d'un système ? 4. Les pyramides ont été construites par des esclaves. Les pyramides d'Égypte ont été bâties par des milliers d'esclaves, travaillant jusqu'à l'épuisement. La réalité, les fouilles archéologiques récentes, notamment près de Gizeh, ont mis en lumière des villages de travailleurs qualifiés, bien nourris, soignés et logés, ayant participé à la construction des pyramides. Ces ouvriers étaient probablement des citoyens égyptiens rémunérés et non des esclaves au sens strict. Leur statut social pouvait même être valorisé. Pourquoi cette erreur ? L'idée d'un chantier pharaonique d'esclaves a été popularisée au XIXe siècle, notamment par des récits bibliques et des films hollywoodiens. Cela servait aussi une vision de l'Antiquité comme monde barbare et cruel, opposé à une modernité plus civilisée. Cela ne vous interpelle pas ? Pourquoi préfère-t-on imaginer les grandes œuvres du passé comme fruit de l'oppression plutôt que du génie collectif ?
5. Le Moyen Âge était une époque sombre et ignorante. Le Moyen Âge est souvent vu comme une époque de ténèbres, d'ignorance et de régression scientifique. C'est une caricature héritée de la Renaissance et des Lumières, qui ont cherché à se valoriser en dénigrant ce qui les précédait. En réalité, le Moyen Âge a vu des avancées majeures en architecture, en droit, en philosophie et en sciences, notamment dans le monde arabo-musulman. Les universités européennes sont nées à cette époque, tout comme la notion d'état de droit. Pourquoi cette erreur ? Elle permet de créer une narration linéaire du progrès, opposant lumière et obscurantisme. Cela sert un récit de modernité triomphante. Et si l'histoire n'était pas une ligne droite vers le progrès, mais un chemin sinueux plein de boucles de pertes et de redécouvertes ? « 6. La Terre a été prouvée ronde à la Renaissance. Avant Christophe Colomb, tout le monde croyait que la Terre était plate. La réalité, faux. Depuis l'Antiquité, des penseurs comme Ératosthène, 3e siècle avant Jésus-Christ, avaient démontré la rotondité de la Terre et estimé sa circonférence avec une remarquable précision. Au Moyen Âge, les savants européens et musulmans savaient que la Terre était ronde. Colomb lui-même pensait naviguer vers l'Asie en allant vers l'Ouest. Il sous-estimait simplement la taille du globe. Pourquoi cette erreur ? Le mythe d'une Terre plate avant la Renaissance renforce le sentiment de supériorité des modernes sur les anciens. Il permet de se moquer d'un passé naïf pour mieux célébrer les découvreurs. Alors, et si notre modernité reposait aussi sur des illusions confortables ? 7. Nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, cette formule apprise par des générations d'écoliers français, sous-entend une filiation directe et homogène. La réalité, la population française actuelle est le fruit d'un brassage complexe, celtes, romains, francs, arabes, normands et bien d'autres. Les Gaulois n'ont jamais formé un peuple unifié et leur héritage est surtout symbolique. La formule a été imposée à l'époque coloniale, notamment pour forcer les peuples colonisés à s'identifier à une origine européenne fictive. Pourquoi cette erreur ? Créer un récit d'origine simple, mythifié, facilite la cohésion nationale. C'est aussi un outil d'assimilation. Et si, plutôt que de chercher un ancêtre commun, on acceptait enfin la richesse de notre diversité ? 8. La Révolution française a mis fin à la monarchie. En 1789, la Révolution française met fin à la monarchie et instaure la République. La réalité, la monarchie a été abolie en 1792, mais rétablie plusieurs fois ensuite, sous Napoléon, Empire, sous Louis XVIII et Charles X, Restauration monarchique, puis sous Louis-Philippe, Monarchie de Juillet. La République, telle qu'on la connaît, ne s'est réellement stabilisée qu'à partir de la Troisième République en 1870. Pourquoi cette erreur ? Pour simplifier les ruptures historiques et renforcer le mythe d'une révolution fondatrice unique. Cela permet de construire un récit patriotique clair. Mais alors, l'histoire est-elle faite de révolutions soudaines ou de transitions lentes et conflictuelles ? 9. Les croisades étaient des guerres défensives chrétiennes. Les croisades ont été lancées pour libérer les lieux saints et défendre les chrétiens persécutés. La réalité, les croisades étaient aussi, voire surtout, des expéditions de conquête, motivées par des intérêts politiques, économiques et spirituels. Les croisés ont pillé, massacré et fondé des États latins en Orient. Le sac de Constantinople, 1204, pourtant chrétienne, montre bien que la foi n'était pas toujours la vraie motivation. Pourquoi cette erreur ? Le récit des croisades a longtemps été écrit du point de vue chrétien, glorifiant l'héroïsme et occultant la violence et les enjeux matériels. Et si on cessait de voir les conflits anciens comme des oppositions de civilisation pure et qu'on acceptait leur complexité ? 10. La colonisation a apporté le progrès.
La colonisation a permis aux peuples primitifs d'accéder à la civilisation, à la médecine, à l'éducation. La réalité, si des infrastructures ont été construites, elles ont servi principalement les colons. La colonisation a détruit des cultures, exploité des populations et imposé des systèmes économiques inégalitaires. Elle s'est souvent accompagnée de violences, d'esclavage, de massacres. Des penseurs comme Frantz Fanon ou Aimé Césaire ont montré que parler de bienfaits revient à justifier une domination brutale. Pourquoi cette erreur? Pendant longtemps, l'histoire coloniale a été enseignée à travers le prisme de la mission civilisatrice pour légitimer un passé violent. Et vous? Comment peut-on enseigner l'histoire coloniale sans tomber ni dans l'oubli ni dans la culpabilisation? L'histoire, dit-on, est écrite par les vainqueurs, et ce que nous avons vu aujourd'hui en est l'illustration parfaite. Ce n'est pas que les enseignants mentent volontairement. C'est que les programmes scolaires sont façonnés par des choix politiques, des simplifications, des récits dominants. Mais nous avons un pouvoir, celui de questionner, de confronter les versions officielles, de chercher les nuances. Apprendre que ce qu'on nous a enseigné est faux, ce n'est pas perdre un savoir, c'est en gagner un plus riche, plus critique, plus humain. C'est comprendre que l'histoire n'est pas figée, elle évolue, elle se réécrit à mesure qu'on découvre de nouvelles sources, de nouvelles perspectives. Peut-être avez-vous ressenti un léger vertige en voyant ces mythes s'effondrer. C'est normal, mais c'est aussi le début d'une vraie compréhension. Alors posez-vous cette question, quels autres récits officiels mériterait d'être re-questionné, pas pour tout rejeter en bloc, mais pour avancer avec lucidité. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou si elle vous a fait douter, c'est déjà une victoire. Parce que penser par soi-même, c'est l'essence même du savoir. Et vous, quel mensonge historique vous a le plus surpris? Lequel souhaiteriez-vous que l'on creuse dans une prochaine vidéo? Abonnez-vous et dites-le nous en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les illusions du passé.